Dans un Québec alternatif, descendant de la lignée choisie, il est le commandant suprême. Martin est le roi de la montagne. Bienvenue tout le monde, bienvenue au Roi de la Montagne. Je suis votre roi, Martin Servant, et aujourd'hui nous allons, comme d'habitude elle tombe, nous allons discuter de nationalisation des entreprises de télécommunications. Quand on parle d'entreprises de télécommunications, on parle d'entreprises qui envoient des signaux de télévision, des signaux d'Internet et qui aussi envoie les signaux de cellulaire. Donc, on parle de tout ce qui est de communication, dans le fond, avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, pour me conseiller sur la question de la nationalisation, on a notre conseiller Jérôme Goyette. Bonjour Votre Majesté, Jérôme Goyer, je suis le Cotarou français, en pleine intégration, 8 ans au Québec, je viens de France et c'est de là que je vais tirer mon expertise pour le sujet de ce soir. Et on a Joël Pinchot. Bonjour, Votre Majesté. Je suis un Québécois pour ma part. J'ai grandi dans les environs de Montréal, donc j'ai été très chanceux au niveau de ma connexion avec Internet comparé à certaines personnes. Et j'ai décidé de travailler dans le domaine. J'ai dirigé la division commerciale pour une compagnie de télécommunications, un des plus gros fournisseurs indépendants au Québec. Mon expertise vient de là. Excellent. Ben, je suis certain que vous allez être capable de me conseiller sur le sujet. Moi, j'ai une opinion sur la question. Comme vous savez, des fois dans le nord du royaume, c'est plus difficile d'atteindre les gens et souvent les compagnies ont peu de volonté d'investir à cause des retours sur, dans le fond, sur l'argent mis dans des infrastructures intéressantes. Et moi, je considère que tous mes sujets devraient avoir accès aux services de télécommunications. Et donc, si les entreprises privées ne peuvent pas fournir des services adéquats, l'État va prendre le contrôle de ces entreprises privées-là et on va le faire nous-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez, conseiller Jérôme? Je suis pas vraiment d'accord avec vous, Votre Majesté. Comment vous dire simplement? Si l'État est tout-puissant, il devrait imposer aux entreprises de faire l'effort, de faire cet effort, pour avoir le droit d'exercer le plein pouvoir de la télécommunication, que ce soit Internet, la télévision ou le téléphone. L'État pourrait imposer ça. Là où je suis relativement en l'opposition d'avoir un seul service unique contrôlé par l'État, c'est pour justement le développement des diverses technologies. On ne parle pas ici d'électricité. L'électricité, il n'y a qu'une seule chose, l'électricité ne changera jamais. Les télécoms, ça évolue tout le temps. Un nouveau joueur, laisser ouvert cette télécommunication, que ce soit l'Internet ou les téléphonies, à la concurrence, ça ne peut que être bénéfique pour le consommateur in fine. Oui, il va y avoir des difficultés pour peut-être implémenter les gens dans le Nord, mais l'État pourrait subventionner. Conseiller Joël? La problématique que je vois ici, c'est que l'État subventionne déjà, en fait, l'expansion du réseau de télécommunications de ces entreprises-là. On parle de plusieurs programmes qui ont lieu avec les différents organismes comme le CRTC, les fonds pour la large bande, le programme innové il y a plusieurs années. On parle de milliards qui ont été investis et pendant une période de plusieurs années, plusieurs milliards ont été investis. Et ça ne marche pas. On a quand même en dessous de 40% probablement aux derniers chiffres qui sont sortis au niveau du CRTC. Là. Ben, vous sortez un peu des chiffres
On parle du CRTC. Moi, c'est j'ai pas quand des- même, c'est on pas sait des- que le gouvernement, des sondages, c'est juste le CRTC, les ouais, je comprends ce que tu es en train de dire, que le gouvernement, de mes propres coffres de l'État, aide les entreprises de télécommunications à offrir des services à tous les sujets. Et pourtant, les bénéfices de ces investissements-là reviennent aux entreprises privées. Pourquoi est-ce que je devrais financer l'entreprise privée si ce n'est pas pour mes coffres personnels? Pourquoi financer ces entreprises privées? Parce que vous demandez à tous vos citoyens d'avoir l'Internet. Or, le bénéfice de l'entreprise privée n'est pas de développer un réseau de manière non rentable pour des gens isolés qui ont fait, pour la majorité, le choix de se mettre dans des zones reculées pour être tranquilles, sauf que l'État impose, avec ses différents services, d'avoir cette connexion pour vivre l'état actuel, déclarer ses impôts, donc vous donner de l'argent, Mhm. Votre Majesté. Je, une personne en tant que telle, il y a 50 ans, on n'avait pas besoin d'Internet. Tout se passait très bien. Sauf que maintenant, l'État impose à chaque personne d'avoir Internet. Donc c'est à l'État de leur fournir l'Internet, oui. Mais s'il donne de l'argent pour une entreprise privée et qu'elle ne livre pas, c'est à elle de sévir. Pas à l'entreprise privée de dilapider de l'argent à fond perdu. Mais vous voyez, l'État n'impose pas à ses citoyens de posséder une connexion Internet. L'État offre des services autres pour les impôts, pour l'assurance emploi. Il y a des services par téléphone. Il n'y a pas uniquement des services par Internet. La poste est aussi disponible. L'Internet n'est pas un service qui est imposé. La PCU était disponible par téléphone? Je crois que c'est l'avancement des technologies et l'avancement du monde moderne qui nécessite d'avoir accès à la télécommunication. Je pense pas que c'est l'État qui oblige les citoyens à avoir Internet. Cependant, dans un monde moderne dans lequel on est, l'Internet est nécessaire, tout comme l'électricité l'était il y a une quarantaine, cinquantaine d'années. Je crois qu'on a évolué en termes de technologie nécessaire pour la vie moderne. Et donc, si on a évolué en tant que... Encore là, l'État impose d'avoir de l'électricité. Il me semble que je ne peux pas avoir une maison qui n'est pas reliée à l'électricité. Une résidence principale Oui, non c'est reliée à possible l'électricité. d'être autosuffisant. Alors que je Oui. peux très bien vivre sans électricité. De la même manière, je peux très bien vivre sans Internet. OK. Mais on m'impose sur beaucoup de services de l'État actuellement. Si je veux refaire ma carte de RAMQ, par exemple, ou avoir mon permis de conduire, je dois passer par des services Internet. Pandémie oblige, soit, mais est-ce que ces services ne vont pas devenir 100% Internet à court terme? Je vous pose la question, votre Majesté. Je crois que l'avenir s'en va vers le en ligne. Et si quelqu'un veut, je dirais, participer à la vie de sujet du royaume, en effet, il faut avoir Internet. Et c'est pour ça, ça ne fait que donner un argument pour que, de la même façon qu'on fournit l'électricité à tout le monde, que l'on fournisse la télécommunication à tout le monde sans passer par un intermédiaire. Si on considère que l'Internet devient un besoin essentiel, ce que vous semblez vouloir dire, s'arrangeons-nous pour que l'État fournisse ce besoin essentiel-là. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter, Joël? D'une façon ou d'une autre, selon moi, dans un monde qui transitionne vers les télécommunications, oui, ça va être le rôle de l'État de s'assurer que les personnes dans les endroits plus éloignés qui sont pas nécessairement très j'ai eu un problème technique mais dans ma tête. Ça pourrait déconnecter du...
En fait, c'est plutôt... C'est pas déconnecté du reste de la c'est des société, c'est personnes ça que ça veut dire? C'est pas très valide pour une entreprise d'investir pour aller connecter ces personnes-là. Parce il y a des endroits au Québec où il y a les voisins sont à 6 km de distance, puis installer de la fibre, c'est pas gratuit. C'est plusieurs milliers de dollars par kilomètre de fibre. Donc... Mais pourquoi investir de la pourquoi mettre de la fibre? Pourquoi mettre déjà des là. câbles? Pourquoi dénaturer encore le Québec avec des grands câbles qui passent à travers partout comme on l'a fait avec l'électricité? Regarde ce que peut faire un investisseur privé. Actuellement, on est en train d'envoyer des satellites dans l'espace qui vont faire tout le tour. On ne sait pas où ça s'en vient. Ce que peut faire une entreprise privée en termes de développement de nouvelles technologies pour donner l'Internet à tout le monde sur des prix qui vont défier toute concurrence avec une disponibilité qui va être totale. On ne parle pas de 40-45% de territoire qui va être couvert, on parle de 100% de la planète qui va être couvert par des réseaux totaux qu'on va avoir dans l'espace grâce à des satellites. Pourquoi se réduire encore une fois à aller sur des technologies qui maintenant ont 20, 30 ans, ouais, c'est ça, l'Internet, les balbutiements de l'Internet sur En un fait, c'est câble téléphonique tiré entre deux ordinateurs, ça a 30 ans. la problématique Pourquoi avec se ça, limiter à c'est ça? que l'infrastructure est déjà là. C'est pas que l'infrastructure n'est pas présente. La majorité des foyers au Québec sont connectés à une forme d'infrastructure, que ce soit le téléphone. C'est très, très rare une maison qui n'est pas connectée par un Bell ou un Vidéotron de ce monde, TELUS et j'en passe. La problématique, c'est que pour ces régions-là, qui sont à l'extérieur de la métropole, l'infrastructure, il n'y a aucune volonté de ces compagnies-là de la renouveler parce que c'est pas là qu'ils vont faire leur argent. La plupart de ces gens-là ont de la difficulté à avoir un 3, un 5 mégabits par seconde même. C'est à peine assez pour écouter Netflix sur un appareil. Donc, c'est pas l'infrastructure n'est pas là, c'est qu'il y a un manque de volonté d'investir de la compagnie privée dans ces régions-là pour renouveler cette infrastructure-là qui date de plusieurs dizaines d'années. Donc, on dit que la compétition va... on a dit plutôt que la compétition va pousser les compagnies à innover et à investir pour offrir un meilleur service, pour battre leur compétition. La problématique, c'est que pour ces gens-là, ça arrive pas. Puis bon, on n'est pas vraiment dans un vrai marché libre, en fait, non plus dans les télécommunications, là. J'entends bien que le territoire est grand et vaste et que peut-être des personnes seront mises sur le bord. Prenons l'exemple de la France où les télécommunications étaient nationalisées. Ça a été ouvert à peu près au moment de l'Internet, si ma mémoire est bonne. On a eu 3 fournisseurs qui se sont un petit peu battus pour pendant une dizaine d'années sur l'Internet, la télécommunication cellulaire et le filaire, même si il était voué à disparaître. À un moment donné, l'État a autorisé dans sa volonté de justement lâcher les rênes des télécommunications, a ouvert un 4e joueur. Ce 4e joueur, Free, est arrivé sur la scène, sur la téléphonie, donc il y a une quinzaine d'années, je pense, avec un forfait téléphone, tout compris, données illimitées, appels illimités, même à l'international, pour 19 €, donc aux alentours de 35 $. À l'époque, tout forfait basé et fixé plus ou moins par l'ancienne entreprise d'État, où les 2 autres étaient dans l'acceptation de ce tarif-là, on était dans les tarifs relativement québécois de 60 $ pour quelque chose qui n'est même pas illimité. Cette personne est arrivée devant en disant « Moi, je vais mettre des antennes partout, je vais en mettre en plus, je vais louer les antennes des autres, je vais mettre ça à disposition de tout le monde et en plus, je vais vous faire un forfait à 2 €. Vous allez pouvoir appeler pendant 2 heures et avoir les SMS illimités. » Ça, c'était pour le bas peuple qui avait vraiment besoin. 2 €. Il a fini sa conférence en disant « Avec 2 €, je gagne encore de l'argent. »
qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Toutes les autres entreprises, donc les 3 autres compétiteurs qui étaient là, établis et complaisants ensemble, ont tous baissé leur prix, ont tous continué à investir pour avoir une meilleure couverture, etc. Voilà ce qui s'est passé en France. OK. Ils ont fait la même chose sur l'Internet et les prix sont Mais dérisoires en ce par moment, rapport au ici, prix sur qu'on le a au Québec. territoire, c'est le libre marché pour ce qui est de la télécommunication et les prix sont Exorbitant. sont Le loin libre d'être. marché s'entend entre eux, c'est des Mais vous monstres. voyez, Oui, mais la problématique, c'est que en ce moment, on est dans une situation qui est similaire à ce que la France avait au moment où c'était une infrastructure qui était nationalisée. On va parler d'une infrastructure qui est possédée par 2, peut-être 3 grands joueurs, Bell, Vidéotron, Cogeco. Puis ces 3-là, sauf si le gouvernement s'implique à forcer l'entreprise à réguler son prix, peuvent charger ce qu'ils veulent et s'entendre entre elles pour charger ce qu'ils veulent. On parle de plusieurs compagnies comme eBox, Texavi, Fizz, tout ça, c'est des compagnies qui doivent se rallier au réseau de ces compagnies-là. Donc, on parle d'un monopole présentement qui est possédé par la compagnie privée. Selon moi, s'il y a un monopole qui se doit d'avoir parce qu'on n'a pas le choix, parce que tout le monde a besoin d'avoir ça, c'est le gouvernement qui se doit de l'avoir. Après, à partir de ce Mais moment-là, comment tu le mets en place? Si c'est des entreprises privées actuellement, les antennes appartiennent à Bell, à un truc, c'est ça? Pourquoi Premièrement, le gouvernement a déjà financé plusieurs de ces infrastructures-là dans certaines régions, justement pour aider à la connexion, la connectivité des personnes un peu plus éloignées. Donc, je considérais que à ce niveau-là, on a fait notre part pour ce qui est de ces subventions-là. Ensuite, on a déjà fait avec Hydro-Québec une tactique semblable. On a racheté à la valeur marchande les entreprises sur le territoire, tout simplement. Ça coûte cher sur le coup, mais ces entreprises-là sont pas déficitaires. Ces entreprises qui font de l'argent, dans le fond, c'est l'argent du peuple qui va dans les poches privées, et dans le fond, pour un service essentiel. C'est juste que l'État assurerait ce service-là pour un certain temps. Les profits de cette nationalisation-là iraient dans les poches de l'État. Et après ça, lorsque les choses se sont un peu calmées, on peut établir des prix qui sont un peu plus, je dirais, viables pour la population. Donc avoir exactement la même stratégie qu'une entreprise privée, mais gérée par l'État. Mais oui, c'est vrai. Comme Hydro-Québec. C'est absolument ça la nationalisation. Comme Hydro-Québec, mais de toute façon, même sans racheter l'infrastructure, que le prix est l'infrastructure, compétitif. même sans racheter l'infrastructure de ces compagnies-là qui existent en ce moment, Hydro-Québec, en ce moment, c'est un des plus grands réseaux de fibres privés au Québec. Dans chacun des poteaux qu'on va voir dans les rues, dans chacun des pylônes, Hydro-Québec a de la fibre qui passe là pour la transmission d'informations là, de leurs différents de leur réseau là, qui sert à la surveillance du réseau électrique. Là. Donc, il y a déjà de la fibre qui est possédée par le parapublic présentement au niveau là, de la rue, au niveau des connexions avec la majorité des foyers québécois. Le parallèle avec l'électricité est intéressant et te dessert, parce que l'électricité à produire au Québec ne coûte absolument rien. C'est un modèle qui, oui, était rentable et ne nécessite aucune technologie additionnelle pour s'adapter à un monde moderne, actuel, d'énergie propre ou quoi que ce soit. L'État a effectivement fait une bonne opération de nationaliser ça. Parce que, encore une fois, l'électricité, aujourd'hui et demain, est exactement la même. La seule chose qui va changer, c'est la manière dont on va la produire. On a déjà quelque chose de durable et de pérenne. C'est une bonne opération. Sur les nouvelles technologies, en une dizaine d'années, on est passé du 2G au 3G au 4G, on parle de 5G sur Montréal. Je ne vais pas débattre là-dessus, mais la technologie arrive. Pourquoi demain,
l'Internet ne viendrait pas de manière omnisciente sur l'ensemble de la planète, dirigée par peut-être une ou deux énormes méga entreprises privées qui seraient capables de le distribuer sur l'ensemble de la planète à des coûts infimes. OK. Je comprends que l'investissement sur des technologies qui pourraient être dépassées dans un futur assez proche peut être risqué. Mais j'aimerais qu'on change un peu peut-être d'aller sur un sujet un peu différent. J'aimerais qu'on discute de la sécurité de l'information des sujets. En ce moment, tout ce qui est fait sur les télécommunications, je parle principalement de l'Internet, est enregistré par des compagnies privées qui doivent suivre une certaine forme de réglementation concernant la vie privée. Sauf qu'on sait que la mode en ce moment, c'est que souvent des États étrangers espionnent par la voie d'entreprises privées nos sujets. Et en tant que souverain qui veut protéger la vie privée de ces sujets, j'ai la difficulté à remettre ces informations privées-là dans des mains, je dirais, de personnes qui peuvent être facilement, je dirais, achetables, qui parfois même ont des intérêts financiers dans d'autres pays et sont complaisants avec ces autres pays-là en termes de sécurité de l'information. Pourquoi est-ce que je ne prendrais pas le contrôle directement de ces informations-là moi-même pour assurer la sécurité? Un État qui contrôle l'ensemble de l'information qui transige entrante ou sortante, ça s'appelle comment, Votre Majesté? Ça s'appelle un État qui est bien regardant et bienfaisant. Ce que vous nous dites, c'est qu'une entreprise privée ferait un meilleur travail à ce niveau-là? Il suffit juste d'imposer des normes à ce niveau-là. Mais mettre toutes les informations dans les mains de l'État, c'est retirer le pouvoir dans les mains du peuple. OK. Ben ça, c'est la peur du grand méchant loup, Votre Majesté. Si l'inquiétude de mon collègue est que le gouvernement ne devrait pas avoir accès à toute l'information de tous ses citoyens, je suis désolé d'être le porteur de mauvaises nouvelles, mais c'est déjà le cas. Avant de diriger la section commerciale de ce fournisseur Internet-là, j'étais superviseur et je recevais probablement là, 1 à 2 mandats par jour du gouvernement, de la police qui faisait une enquête puis qui avait besoin d'avoir de l'information à propos d'un des clients. On parle de 1 à 2 par jour pour environ 90 à 100 000 clients. Là. Donc, ils ont déjà accès à l'information. Est à disposition pour des faits criminels ou quoi, ou pour investir sur des faits malfaisants, pourquoi pas? Mais, comme vous le dites très bien, conseiller numéro 2, oui, numéro 2, j'y tiens. Pour une fois, je suis numéro 1. L'entreprise privée est capable de le faire actuellement et de fournir cette information. Pourquoi la laisser dans une seule main? On parlait justement de mains malfaisantes qui veulent prendre nos informations, etc. Des États omniscients, on pense tous au même. Je veux dire, il y a des affaires en cours Oui. entre Sa Majesté et des États où le soleil se lève un peu plus tôt. Donc... Oh, c'est la Chine, on peut le dire, pas de problème. Tout de suite, Okay, tout de suite les mots qui fâchent. Mais, regardez, Votre Majesté, vous êtes capable de vous défendre quand il y a une intrusion. C'est pour ça que vous avez un service d'ordre, c'est pour ça que la police existe, c'est pour ça que les observateurs indépendants non gouvernementaux existent aussi. C'est pour signaler ce genre de choses. Mais vous voyez... Tout ne transite pas avec de l'argent. Vous voyez, la problématique avec ça, c'est que
la plupart de l'information n'est pas gardée présentement en ce moment par les compagnies de télécommunications. Ce qui va être gardé, ça va être les demandes d'adresse IP. Pas mal juste ça. Par exemple, quand une compagnie va mettre, une compagnie de production-distribution va mettre un stream sur Internet en demandant à ce que il y ait un ping vers elle quand il y a un download pour avoir votre adresse IP, ça existe déjà. Mais il y a pas beaucoup plus que ça qu'un fournisseur Internet peut faire avec l'information qui est gardée, sauf s'il y a un mandat pour faire plus de surveillance. Et ça arrive jamais. La plupart du temps, on parle d'un mandat pour avoir accès aux adresses IP qui ont été accédées. Pour ceux qui peut-être comprennent pas le concept d'adresse IP, dans le fond, c'est quand deux systèmes ou deux ordinateurs se connectent ensemble, ça laisse l'adresse. Ce que tu es en train de dire, Joël, c'est que la connexion entre ces deux ordinateurs-là, dans le fond, est gardée, mais qu'on ne sait pas systématiquement qu'est-ce qui a été échangé comme information entre ces deux ordinateurs-là. On sait juste qu'il y a eu connexion. Ça, c'est de l'information qu'ils peuvent avoir accès extrêmement facilement. Un mandat de juge, c'est pas très difficile à aller chercher, aussitôt qu'il y a un doute raisonnable. Donc, dans tous les cas, que ce soit l'entreprise privée ou l'État qui ait accès à cette information-là, c'est pas, il y a pas grand-chose qui va être logué. Et on parlait qu'il y a des réglementations qui peuvent être mises. La tentation du monopole d'État de contrôler cette information risque d'être grande. L'homme aime le pouvoir, votre majesté aimerait bien savoir ce que je dis à mes amis d'un autre État. Oui. Faut savoir quand même qu'il y a en ce moment des réglementations, que ce soit aux États-Unis, avec le Five Eyes surtout, qui empêchent dans le fond, le gouvernement américain de surveiller ses propres citoyens, mais qui empêche aucunement le gouvernement américain de surveiller les autres citoyens des autres États. Et ce que nous montre le Five Eyes, surtout, c'est que chaque État surveille les citoyens des autres États et ensuite ils s'échangent d'informations. Ce qui est une façon de contrevenir la non-surveillance des États envers ses propres citoyens. Moi, ce que je me pose comme question, c'est étant donné que plusieurs États le font, tournent autour du pot, le disent pas, pourquoi est-ce que l'État qui contrôlerait, dans le fond, les télécommunications, ces infrastructures, ne dirait pas tout simplement, voici la façon dont vous êtes surveillé et voici les réglementations claires et précises sur votre surveillance? La surveillance ne me pose aucun problème, votre majesté. C'est l'interdiction à l'accès de l'information qui me pose problème. Et en mettant les flux d'informations entrant et sortant dans les mains d'une seule personne, cette personne peut très facilement, sans le dire à personne, bloquer de l'information entrante, qui peut être important en termes de liberté à moi en tant que citoyen. Joël, je sais pas ce que tu en penses. Mais ça, l'entreprise privée le fait aussi. Bell a été en cours à maintes reprises pour faire bloquer des sites web qui streamaient du contenu que l'entreprise Bell Media, qui est son entreprise sœur, créait en fait. Là. Donc c'est déjà pour des raisons de copyright, c'est ça? Pour des raisons de copyright. Donc de limiter ce qui va pouvoir être accédé ou pas par les citoyens, c'est quelque chose qui est déjà fait par les entreprises privées aussi là. Puis ça, c'est pas très très compliqué. Là. La plupart des États sont connectés par un ou deux. Ce qui va être bloqué par Bell n'est pas forcément bloqué par Roger, ne va peut-être pas être bloqué par Cogeco. Et du coup, on voit cette manipulation de l'information. Or, si l'État contrôle le seul flux rentrant d'informations, je m'excuse, mais on est baisé. En fait, je parlais de cas en cours pour faire bannir par le gouvernement ces adresses IP-là qui sont reliées à ces sites-là. Donc, c'est pas pour le bannir là, sur leur propre réseau pour leurs propres clients. C'était plus large que ça. OK.
Ben, je pense que je me suis fait une bonne idée du sujet. Et dans le fond, j'aimerais remercier Jérôme Goyer, c'est ça? Ou Goyette? Goyer, oui. Goyer. Et Goyer. Juste une ouais, ouais. petite anecdote sur mon nom de famille. Beaucoup de vos concitoyens, Votre Majesté, maintenant s'appelle Goyette. Oui. Une grande partie de mes ancêtres ont immigré bien avant moi dans votre beau pays. Euh, et la connaissance n'était pas la même. Je pense que le méchant anglais a lu le papier du curé en disant oh Goyette et le curé francophone l'a écrit de TE. Mais je suis venu pour réécrire mon propre nom au Hmm. Québec. C'est bon. Est-ce que vous avez un mot de conclusion sur le débat? Non, je pense que sur le fond, il y a quand même pas mal de choses où avec Joël on est d'accord et on vous orienterait dans votre décision. C'est l'accès à la formation qui doit être fait. Après, mes doutes sont sur le monopole, le prix et ce que peut faire le potentiel technologique que peut avoir l'État sur ces technologies. Joël, un mot de la fin? Ouais, ben, en effet, je crois que on a certaines pistes de solutions sur lesquelles on pourrait s'entendre. Peut-être une solution un peu plus hybride, mais ce serait quelque chose pour une discussion future. Euh, je crois que au fond de la chose, on a les mêmes inquiétudes, on n'a simplement pas les mêmes pensées sur qu'est-ce qui pourrait calmer ces inquiétudes face à ce que nos concitoyens méritent comme service de télécommunication. Ben, dans ce cas-ci, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette séance, je dirais, de conseil envers votre majesté. Je pense que Joël, tu avais quelque chose, peut-être une plug pour nous? Oui, mais en fait, je suis un des cofondateurs là, des éditions du Mur, maison d'édition indépendante au Québec. On se spécialise vraiment là, dans les textes crus, trop crus pour Gallimard, mais qui ont besoin d'être publiés, qui viennent d'auteurs moins connus de la grande région de Montréal. Et on a un nouveau projet là, qui s'en vient très bientôt. C'est un recueil de nouvelles féministes. Donc, on est très content là, du projet. Donc, on peut vous trouver sur Facebook, j'imagine. Vous avez un site web? Facebook, Instagram, et on a un site web. Au pied du mur, c'est ça? Les éditions du Mur. Excellent. Donc, je vais maintenant me retirer pour, dans le fond, discuter envers moi-même sur cette question et arriver avec une conclusion sur, dans le fond, la nationalisation des entreprises de télécommunications. Et je vous souhaite à chacun une excellente soirée. Au revoir. Donc, quelques jours ont passé depuis que j'ai reçu conseil et je me suis recueilli pour prendre les meilleures décisions. Voici donc mes édits royaux. La nationalisation, on a discuté, pourrait limiter l'innovation technologique et je crois que je suis en accord avec cet argument. Il faut savoir cependant que le royaume, en ce moment, finance l'infrastructure et c'est les entreprises de télécommunications qui, en l'utilisant, font les profits. C'est pourquoi, par édit royal, je demande l'acquisition et la nationalisation des infrastructures de télécommunications. On parle ici des antennes et du réseau filaire. Cet entretien-là de ces infrastructures-là sera aux frais du royaume et ce sera la location de ces infrastructures-là qui sera faite aux entreprises de télécommunications. Les profits iront donc de cette location dans les coffres du royaume et les entreprises privées pourront continuer à faire leur innovation de la façon qu'ils souhaitent et distribuer les services comme ils le font en ce moment. Mais il faudra louer les infrastructures qui appartiennent à la couronne. Si des nouvelles technologies arrivent, ce sera à la couronne d'implémenter ces nouvelles technologies-là. De cette façon-là, on pourra assurer que tous les sujets
ont accès à la télécommunication moderne et à des infrastructures dignes de ce siècle. Il y a un autre sujet important qui a été discuté, c'est la sécurité de l'information. Aujourd'hui, c'est les entreprises de télécommunications qui absorbent toute l'information des télécommunications de l'ensemble de leurs clients. Il va falloir mettre en place des mesures très strictes sur la sécurité de ces informations-là et faire en sorte que toute entreprise qui ne suive pas les mesures ou qui échoue à suivre ces mesures-là, pour toutes sortes de raisons, ait des pénalités exemplaires. La couronne prend très au sérieux la sécurité de l'information de ces sujets. On parle ici, je crois, d'une information de sécurité nationale. C'était les édits royaux et je vous souhaite une bonne soirée. Le Roi de la Montagne est un podcast amateur qui nécessite certaines dépenses. Si vous souhaitez nous supporter et supporter la trésorerie du royaume, vous pouvez aller sur notre Patreon et vous pouvez aussi aimer notre page Facebook et partager nos vidéos. À la prochaine.